Débutons notre séquence d'audition de ce jour, une journée chargée, et nous avons le plaisir d'accueillir les représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, une organisation professionnelle qui représente beaucoup de mutuelles. Son président Thierry Baudet devait être avec nous, mais il est excusé pour des raisons de santé. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Éric Chenu, administrateur, et Monsieur Alexandre Tortel, qui est directeur adjoint en charge des affaires publiques. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté de venir vous exprimer devant nous. La Fédération nationale de la mutualité française a publié une contribution au débat mené à l'occasion des États généraux de la bioéthique, dans laquelle les thèmes de l'intelligence artificielle, des données de santé et de la santé environnementale sont plus particulièrement traités. Nous souhaiterions donc connaître votre approche sur ces sujets qui relèvent d'une importance majeure dans la perspective de la révision de la loi de bioéthique. Je vous donne maintenant la parole pour un exposé avant que nous poursuivions par un échange de questions et de réponses. Et je rappelle que nos débats sont filmé et enregistré. C'est pourquoi je vous inviterai à chaque prise de parole d'appuyer sur le bouton du micro et à la fin de l'éteindre pour le bon enregistrement de nos débats. Je laisse la parole à Monsieur Chenu. Oui, merci Monsieur le Président. Nous vous remercions, Alexandre Tortel, moi-même, et on excuse bien évidemment le Président Thierry Baudet. Nous sommes très honorés de venir présenter les positions de la mutualité française. La mutualité a souhaité, à l'occasion de la révision des lois de bioéthique, exprimer ses opinions, sa réflexion pour contribuer au débat social et participer à l'élaboration de ce que l'on espère un consensus par rapport à certaines questions éthiques essentielles sur le champ médical, technique, technologique, scientifique. Ça nous semble aujourd'hui absolument essentiel. On a construit cette réflexion à l'interne du mouvement, à la fois au niveau de la fédération, mais aussi certaines mutuelles en propre ont mené des réflexions, comme la Fédération des mutuelles de France, comme la MGN, la Mutuelle générale de l'éducation nationale, par tradition, par habitude. Au niveau de la fédération, c'était la première fois que nous organisions cela. On a prolongé cette réflexion au-delà de la contribution à l'occasion de notre congrès, y compris avec la participation du professeur Delfrécy. Et nous entendons poursuivre cette réflexion bien au-delà de la seule révision des lois de bioéthique, parce qu'il nous semble absolument nécessaire de contribuer finalement à une forme d'éducation populaire, civique, citoyenne, auprès de nos concitoyens, et compte tenu des 36 millions de personnes que nous protégeons au travers nos mutuelles santé, au travers les services de soins et d'accompagnement mutualistes, il y a un certain nombre de questions éthiques qui se posent. Et nous souhaitons de ce fait participer, contribuer à cette réflexion. Notre contribution se structure autour de 5 points, 5 axes qui nous semblent absolument essentiels. C'était de contribuer à l'émancipation de nos concitoyens, qu'ils soient simples assurés sociaux, patients, personnes malades en situation de handicap ou de dépendance. Il nous semble absolument essentiel qu'il ait tous les éléments en capacité pour pouvoir décider ce qu'ils estiment être le bon choix pour eux, le bon soin au bon moment, pouvoir décider des thérapeutiques qui les concernent, pouvoir décider des choix en matière de données, pouvoir décider d'utiliser ou de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, etc. Enfin, quel que soit le sujet, ou sur la fin de vie sur laquelle on a également contribué, mais quel que soit le sujet, c'est qu'ils soient des citoyens responsables, pleinement maîtres de leurs décisions. Le deuxième principe, c'est un principe qui est peut-être consubstantiel de notre réalité. Nous sommes des assureurs mutualistes à but non lucratif, mais nous restons des assureurs, et c'est la question du risque. Il nous semble absolument fondamental de conforter l'utilité d'appréhender l'aléa et de réhabiliter cette question du risque dans notre société. Compte tenu du principe de précaution, compte tenu de la volonté bien légitime de nos concitoyens d'avoir une société de plus en plus sûre, la question du risque effraie. Et souvent, on ne l'appréhende pas suffisamment, on ne l'explicite pas suffisamment.
Or, tout progrès génère du risque. Et c'est par une meilleure maîtrise, c'est par une indemnisation aussi quand celui-ci survient, que cela doit être appréhendé. Si on regarde un certain nombre de techniques nouvelles, comme l'intelligence artificielle, elles sont évidemment porteuses d'un certain nombre de risques, il faut les encadrer, on y reviendra, mais c'est avant tout des techniques, des technologies qui vont permettre d'engendrer, d'engager des progrès formidables, des possibilités nouvelles pour accompagner notamment le soin, qui nous semble absolument déterminante. Et donc, il y a cette nécessité pour nous de retravailler dans le débat politique, la question du risque. La question des solidarités, le troisième point qui nous semble absolument essentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on ne garantit pas un égal accès aux nouvelles technologies, aux progrès, si celui-ci n'est pas partagé, n'est pas accessible à l'ensemble de la population et à tout moins au plus grand nombre, on va créer des inégalités supplémentaires et du fait finalement un peu déliter encore plus le sentiment d'appartenance sociale. Et ça nous semble extrêmement dévastateur, notamment dans l'appétence démocratique. Quatrième principe, c'est justement celui de la démocratie, c'est celui de la participation à la décision, au choix de nos concitoyens. Alors notre format mutualiste, notre appartenance à l'économie sociale et solidaire fait que, par nature, nous sommes d'essence démocratique. Les assurés sociaux adhérents des mutuelles participent à leur chaîne de décision, à la désignation de leurs représentants. Et donc, on est très sensible à ces questions-là parce que c'est aussi cette participation de femmes et d'hommes dans nos instances, dans notre gouvernance, qui nous a permis d'être très en prise directe avec les préoccupations, les interrogations, les craintes aussi sur un certain nombre de choses, et qui ont fait qu'on a pu s'emparer de ces questions, les traiter dans un cadre le plus serein possible, essayer de faire en sorte que sur des questions d'éthique, y compris sur des questions comme la PMA, sur lesquelles certaines mutuelles comme la MGN ou la FMF ont travaillé, ont pu être traitées de façon sereine, sans heurter les uns et les autres dans le respect des positions, mais de faire émerger des lignes de consensus. Et ça nous semble absolument fondamental de pouvoir contribuer à notre place d'acteurs de la société civile à cette émergence d'un débat apaisé. Et puis le dernier principe, là aussi consubstantiel de la nature des mutuelles, principe de non-lucrativité, parce que pour nous, les questions de santé sortent du champ, commercial, et ça nous semble absolument essentiel de créer les conditions d'un accès au plus grand nombre et finalement de conforter ce droit constitutionnel du droit à la santé dans ce cadre du non lucratif. Sur la question des données, qui nous semble fondamentale, le principe que nous mettons en avant, c'est le principe de libre choix du consentement des assurés sociaux qui doit être garanti. C'est bien évidemment la solidité de leur consentement, de leur connaissance qui va être essentielle pour qu'ils puissent faire le bon usage de leurs données. Pour nous, il y a des expériences qui ont pu être faites aux États-Unis notamment, d'utilisation, qualifiée, qualitative des données, des solutions type Blue Button qui nous semblent pertinentes et qu'il faudrait peut-être réfléchir, dupliquer, pas à l'identique, en les adaptant à notre contexte réglementaire, législatif, de la loi informatique et liberté et du règlement général sur la protection des données que nous a amené utilement l'Union européenne, mais aussi faire en sorte que dans la formation des élèves, dans la formation de nos concitoyens, on leur donne la capacité
à pouvoir faire une utilisation la plus éclairée possible, la plus utile possible pour leur propre santé, pour leur propre choix de vie de l'utilisation de ces données. Sur la question de l'intelligence artificielle, pour nous, il y a deux principes qui sont essentiels. C'est le principe de loyauté, c'est-à-dire qu'on doive les promoteurs, les acteurs qui élaborent les algorithmes doivent s'engager à utiliser de la façon la plus claire possible les données dans le principe qui a été annoncé, qui n'est pas d'utilisation cachée de ce qu'ils peuvent récupérer. Et ce principe de transparence nous semble absolument consubstantiel du besoin de confiance. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont inquiets, légitimement, au regard de certains éléments. Et ça nous semble absolument fondamental si on veut que ces progrès soient bien utilisés, qu'il y ait un bon usage, de conforter ce sentiment de confiance. Là encore, je ferai peut-être un lien avec la démocratie. Sans confiance, il ne peut pas y avoir de démocratie. Sans confiance, la relation avec les soignants risque de se déliter, avec les acteurs, y compris les mutuelles aussi. Donc ça nous semble absolument fondamental de créer les conditions d'un écosystème favorable au progrès technique, à la recherche et à tout ce qui pourra être utile à une meilleure connaissance, un meilleur repérage, une meilleure personnalisation des accompagnements, de la prévention, de l'accès au dépistage. Tous ces éléments-là peuvent être des facteurs formidables de réduction des inégalités et ça nous semble utile de les prendre en compte, de les accompagner. Et c'est pour ça que nous restons, pour notre part, en tant que Fédération de la Mutualité Française, résolument confiants, même si nous sommes très soucieux et attentifs aux risques potentiels, mais confiants dans la capacité d'accompagner nos concitoyens, pour autant qu'on mette en place une éducation au numérique et à tout ce que cela peut induire, notamment sur les enjeux de santé. Voilà ce que je pouvais dire de façon la plus rapide possible, un peu en introduction. Monsieur Tortel n'a rien à ajouter. Merci, monsieur l'administrateur. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, nous puissions poursuivre par un échange. Moi, à ce stade, j'aurais trois interrogations. La première, vous avez indiqué qu'il était important de développer la participation citoyenne. Et je crois que nous sommes d'accord sur ces questions de bioéthique. Et dans votre contribution que vous avez transmise à l'occasion des débats des États généraux, vous avez indiqué qu'il était important de développer la formation et la sensibilisation citoyenne à la protection et à la compréhension des données qu'ils produisent. Alors, selon vous, quelle forme pourrait prendre cette formation citoyenne? Est-ce que vous avez déjà des expériences ou des idées sur ce sujet? Deuxième, on fait peut-être les questions une par une, comme ça permet. Oui, peut-être. Voilà, je vous laisse. Peut-être le premier élément, c'est former les citoyens en devenir, que sont les élèves. Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, il y a tout un volant extrêmement important sur le parcours éducatif de santé. Peut-être que ça peut être une bonne occasion d'y inclure un volant sur l'éducation au numérique pour que les élèves puissent être, au fur et à mesure de leur avancée dans le cursus, informés, sensibilisés à ce que sont les données, à ce qu'ils produisent, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, où un certain nombre y compris de données de santé, peuvent être produites sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ça nous semble, de ce point de vue, un bon programme. Une mutuelle de la Fédération, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, que je connais assez bien pour être le vice-président délégué, a développé un programme d'éducation au numérique, Progène, avec la CNIL, avec un certain nombre d'autres acteurs.
Et ce programme, soutenu par l'Éducation nationale également, est déployé en test sur quelques académies. Et par ce biais-là, on apprend aux élèves à cette bonne utilisation, à ce bon usage, où on essaye d'essaimer les bonnes pratiques. Ça nous semble être un point absolument essentiel. Il n'y a bien évidemment pas que les jeunes et les élèves. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture numérique sur l'ensemble de la population. Et il faut qu'on imagine des programmes de ce type-là auprès de l'ensemble de la population, même de ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Et de ce point de vue, les programmes, les initiatives prises par le secrétariat d'État au numérique de M. Mounir Mahjoubi nous semblent aller dans le bon sens avec les passes numériques, et où la question de la santé pourrait être utilement également intégrée. Voilà, merci. Alors, deuxième question, c'est sur une proposition que vous faites sur une initiative américaine qui s'appelle la divulgation intelligente, qui permet aux patients de télécharger leur historique de santé sur un support sécurisé et de choisir ensuite de divulguer leurs données de santé aux acteurs de la chaîne de soins en fonction des besoins. Ceci dit, un tel dispositif nécessite qu'il y ait un consentement du patient qui soit libre et éclairé et qu'il n'y ait pas de pression pour l'obtenir. Alors, selon vous, comment on pourrait garantir ce caractère libre et éclairé du consentement des patients pour la diffusion de leurs données? Sur ce sujet-là, alors évidemment, comme l'évoquait M. Chenet, évidemment, ça fait partie c'est aussi un dispositif qu'il faudrait adapter à notre contexte. Le Conseil national du numérique avait évoqué le déploiement d'un Blue Button à la française. Donc on voit que c'est un sujet qui a fait partie des réflexions. Et ensuite, après, concernant le consentement éclairé, finalement, aujourd'hui, la CNIL a mis en place une doctrine concernant le DMP aujourd'hui, où quand on verse au DMP, il faut vérifier effectivement que la personne est librement consentie à transmettre ses données de santé. On a désormais le règlement général de protection des données qui est effectif depuis peu et qui aurait également vocation à s'appliquer en demandant expressément le consentement de la personne. Donc, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui permettrait de donner des garanties. Pour autant, ce cadre juridique, finalement, est assez formel. Et c'est pour ça qu'on relie cet enjeu, le cadre formel, cadre juridique, à cet enjeu d'éducation, parce que c'est une chose de dire « oui, je consens à transmettre mes données », mais concrètement, que veut dire consentir, et est-ce que l'on sait à quoi vont servir les données de santé que l'on va délivrer? Alors là, en l'occurrence, dans ce type de dispositif Blue Button, mais c'est l'équivalent quand on consent à transmettre nos données sur le nombre de pas qu'on parcourt par jour, etc. Et c'est aujourd'hui là où il y a un véritable effort à faire d'engagement, d'éducation à la compréhension finalement de la transmission de nos systèmes de santé. Et effectivement, c'est le cas, si on allait sur une idée de Blue Button à la française, c'est le cas sur la question du DMP, mais c'est aussi le cas sur l'ensemble des éléments de prévention. Aujourd'hui, et surtout demain, la prévention sera intimement liée aux objets connectés, aux applications, et donc la question aussi de l'appréciation de sa santé ne pourra être déconnectée des sujets du numérique. Donc il y a il y a une vraie question, un vrai enjeu de formation, de sensibilisation, au-delà de l'encadrement juridique qui est aujourd'hui assez bien établi en France. Et encore une fois, cette réglementation s'applique aussi à une dimension extraterritoriale, c'est qu'elle s'applique aussi à des entreprises étrangères ou en dehors de l'Union européenne qui collectent des données de santé en France. Donc on voit qu'on a un cadre juridique plutôt protecteur, et donc il y a d'autres enjeux d'éducation et de compréhension qui sont par contre à développer. Merci pour votre réponse. Vous évoquez également dans votre contribution, aux côtés des questions d'intelligence artificielle, des données de santé, la question de la santé environnementale et de son impact qu'elle peut avoir. Comment, selon vous, cette préoccupation pourrait être intégrée dans les lois de bioéthique? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez déjà une réflexion sur ces sujets de santé environnementale, de la manière dont ça pourrait être pris en compte?
Monsieur Chenu. Oui. Sur la santé environnementale, ce que l'on constate, mais ce qui est constaté pas que par la mutualité, par l'ensemble des acteurs, par les pouvoirs publics, c'est la dimension finalement, comment dire, alors comme sur beaucoup de choses où l'appartenance à certaines catégories sociales renforce les inégalités économiques, mais les inégalités face à l'accès à la santé, les inégalités face à l'exposition à un certain nombre de risques. Et en matière de santé environnementale, là aussi, les risques s'accumulent aux difficultés. Et de notre point de vue, sur ces questions comme sur d'autres, il y a un besoin peut-être encore plus important d'aller vers celles et ceux de nos concitoyens, nos concitoyennes les plus éloignés, qui vivent dans les conditions les plus précaires, les plus difficiles, pour leur donner accès à des meilleures pratiques, à un meilleur environnement en matière de logement, aux bonnes informations sur la pollution de l'air, sur les problématiques liées à l'environnement par rapport à leur cadre de travail, etc. Donc il y a déjà un besoin d'information, il y a un besoin de mobilisation de l'ensemble de la chaîne des acteurs publics, de l'État jusqu'aux collectivités territoriales, en associant bien évidemment des acteurs comme l'assurance maladie, comme les complémentaires, notamment les mutuelles, dans cette chaîne d'information, pour là aussi faire essaimer un certain nombre de bonnes pratiques dans un second temps. Le premier élément nous semble rester l'information pour là aussi que nos concitoyens soient éclairés, puissent faire des choix les mieux possibles, mais bien évidemment, ceux et celles qui n'ont pas toujours les moyens économiques de s'extraire de situations difficiles, eh bien, il faut qu'on réfléchisse aux dispositifs de solidarité nationale pour pouvoir les accompagner et faire évoluer leur cadre de vie, pour pouvoir faire en sorte que finalement la première des inégalités, qui est l'inégalité par rapport à l'espérance de vie, puisse se réduire. Aujourd'hui, 13 ans d'écart d'espérance de vie en fonction des catégories socio-professionnelles est une inégalité qui nous semble difficilement acceptable, et la dimension environnementale pèse lourdement sur ces éléments. Merci. Je vais laisser la parole à notre rapporteur Jean-Louis Tourret. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation et de tout le travail qui a été conduit à la mutualité. On en connaît la qualité et on s'inspire volontiers des rapports que vous nous procurez. Je vais là aussi vous poser 3 questions, mais peut-être aussi successivement. La première, je reviens sur cette importante question de l'intelligence artificielle et des données de santé. Vous dites que ce développement du numérique doit être centré sur le patient, on en est tous d'accord, qu'il faut que ce soit dans un climat de confiance réciproque, bien sûr, mais comment se protéger, en définitive, d'un risque parfois d'exploitation commerciale excessive. On a bien vu que, par exemple, on pouvait assister à une floraison d'objets connectés de toute nature, dont certains sont très utiles, mais d'autres de façon beaucoup moins évidente, et qui, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas très utiles, ils ne seront pas pris en charge, ils ne seront pas remboursés, mais la pression de certains commerciaux sur les patients va leur faire croire qu'ils ont besoin de s'équiper de ceci et de cela, et un harcèlement risque de se mettre en place, ciblé sur les personnes ayant, je sais pas, pour les uns un diabète, pour les autres telle autre maladie chronique, etc. Et il leur sera prétendu que c'est indispensable qu'ils s'équipent de tout un tas de choses parce qu'ils ont été identifiés et leurs caractéristiques reconnues. Deuxième chose dont on souhaiterait être protégé, c'est bien sûr contre une surveillance excessive des personnes, contre un conditionnement des soins ou des
remboursements, des conditions, à des critères qui sont alliés au mode de vie, à l'observance thérapeutique ou l'observance de prescriptions d'hygiène de vie. Et évidemment, ça entraverait une certaine conception de la liberté, de l'autonomie, de la responsabilité individuelle. Et je sais que vous partagez ces valeurs. Donc, comment pouvons-nous nous protéger? En définitive, comment concilier, d'une part, l'accès à des données indispensables, qui n'a même que trop tardé dans notre pays, parce que on voit bien que les médecins d'aujourd'hui, quand ils n'ont pas accès à la totalité du dossier du DMP, par exemple, eh bien c'est préjudiciable. Ça aboutit à répéter des examens superflus et à oublier des données de santé antérieures. Donc c'est très important, mais on souhaiterait avoir des moyens d'éviter des déviations. A priori, enfin, en théorie, il y a deux moyens. C'est soit a priori par un encadrement, mais quel peut être cet encadrement, ou a posteriori, comme le font certains pays du Nord, qui laissent une assez grande liberté, mais prévoient des pénalités extrêmement lourdes pour ceux qui entraveraient ces règles de bonne protection de l'individu. Et donc, c'est effectivement un moyen dissuasif si je ne sais quelle personne, par exemple un employeur, se procurait des informations sur un de ses employés, eh bien, évidemment, le fait de savoir qu'une forte pénalité serait à la clé, serait dissuasive. Mais est-ce que vous pensez plutôt qu'il faut le faire dans une conception avant, a priori, encadrement, ou avec un système de sanctions pour ceux qui enfreignent? Monsieur Chenu. Hop, ça marche. Par rapport à cette question, je vais me permettre de faire un tout petit biais avant de répondre sur le fond de votre question. Je pense qu'il y a un élément, on a parlé beaucoup de la formation, de l'éducation de nos concitoyens, des jeunes et de l'ensemble de nos concitoyens. Je pense que également dans la formation initiale, dans la formation continue, dans les DPC des médecins, des professionnels de santé plus largement, la question de l'utilisation du numérique, l'utilisation y compris des objets connectés, doit être largement renforcée si on veut qu'ils puissent aussi bien conseiller, bien orienter, en espérant qu'on n'aura pas les mêmes dérives que ce qu'on a pu avoir sur le médicament avec les visiteurs médicaux, bien évidemment. Mais je pense que la formation, y compris pour promouvoir le bon usage, éviter les mésusages, éviter des approches trop marketées, participera à la fois de la bonne information des patients, des personnes malades, notamment des patients porteurs de pathologies chroniques, et leur permettra de savoir que tel équipement est peut-être plus intéressant que tel autre. Là, je pense que des recommandations d'agences, d'autorités publiques pourront être utiles pour valider, qualifier l'intérêt des dispositifs médicaux. Un encadrement a priori sur des règles claires, fermes, semble absolument nécessaire pour garantir la confiance, pour faire en sorte que l'ensemble des assurés sociaux sachent qu'il n'y aura pas d'utilisation péjorative de leurs données, y compris que les dispositifs médicaux qui sont proposés, remboursés, financés, solvabilisés ou pas, sont sûrs, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui de tout ce qui est sur le marché. Donc il y a aussi une dimension qualitative dans le besoin d'information qui me semble absolument essentielle. Je ne pense pas qu'un encadrement a priori suffise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi, ce que vous dites, monsieur le rapporteur, c'est des sanctions potentielles quand des dérives surviennent, quand des mésusages qui sont péjoratifs pour des patients,
pour des personnes, je sais pas moi, qui veulent recourir à un prêt, pour un salarié dans une entreprise, pour reprendre votre exemple, etc. Quel que soit le mésusage de l'utilisation des données, de la récupération malveillante de données, elles doivent être sanctionnées et sanctionnées très durement au plan civil et pénal. Sinon, le cadre de confiance ne pourra pas exister. Donc pour moi, c'est un cadre clair, ferme, qui pose les grands principes éthiques, finalement d'une approche un peu de civilisation de la confiance dans laquelle on souhaite être, et du progrès et de la confiance, les deux pour moi étant intrinsèquement liés, et une sanction très forte quand le cadre n'est pas respecté. Si on hyper-réglemente trop à l'entrée du dispositif, le risque, c'est de freiner l'innovation, l'expérimentation, c'est de freiner les chercheurs, etc. Donc je pense qu'il faut au contraire se donner des possibilités d'évolution, se donner la possibilité que notre pays et l'ensemble des acteurs économiques, industriels, du monde de la recherche, du monde universitaire, puissent travailler de concert, trouver de nouvelles solutions. Et je pense que la future loi doit poser les grands principes pour eux aussi créer les conditions d'une confiance dans la recherche-développement, pour permettre de faire des avancées. On a des formidables atouts, au-delà de la qualité de nos chercheurs, de nos industriels. On a la possibilité, par rapport à d'autres pays, d'avoir des bases de données administrées par l'assurance maladie exhaustive, et une utilisation intelligente, utile, pertinente, bienveillante, pourrait nous permettre d'avoir quelques longueurs d'avance. Je pense que ce serait dommage de se priver de cette opportunité pour notre pays. Nous avons assisté aux États généraux de la bioéthique, et ceci intervient maintenant tous les 7 ans, précédant la révision de la loi de bioéthique. On se rend compte que ça ne correspond plus aux besoins de notre temps, du fait de la rapidité d'introduction de nouvelles techniques, de nouvelles questions en relation avec l'innovation. Et d'autre part, ça ne correspond pas non plus parfaitement aux vœux de nos concitoyens, dont on a vu qu'ils se mobilisaient assez nombreux pour ces États généraux, mais ils trouvent un peu surprenant, d'après ce qu'on a entendu, de se mobiliser en force comme ça, une fois tous les 7 ans, et puis ensuite que le soufflet retombe, si je peux dire, et qu'il faille attendre ensuite 7 ans pour une nouvelle réflexion. Et donc, avec le président de notre mission, nous avons énoncé une proposition visant à d'abord raccourcir à 5 ans cette périodicité, puisque ça serait comme ça une fois dans chaque mandat, et puis d'autre part, à essayer de créer une structure permanente, délégation parlementaire ou autre, qui pourrait, de façon assez régulière, offrir une structure pour une réflexion bioéthique avec chaque année un petit rapport qui serait remis sur l'un ou l'autre des sujets paraissant d'actualité. Est-ce que ça vous paraît plus dans l'air du temps ? Est-ce que vous croyez que ça peut ainsi répondre à cette critique qu'on entend parfois formuler, que nous avons encore une approche parfois un peu paternaliste dans notre pays de toutes ces questions, et la participation que l'on demande à la population est tellement encadrée qu'ils n'ont pas l'impression d'une vraie coproduction, mais bien seulement de devoir s'égayer entre des barrières qui leur sont dessinées par quelques professionnels. Donc si on veut répondre à leur désir d'être vraiment acteurs, est-ce que vous pensez que ce système-là pourrait jouer un rôle positif ? Monsieur Chenu. Merci, Monsieur le Président. Tout ce qui pourra participer d'un débat citoyen, éclairé, permanent, me semble positif. On manque dans notre pays d'une culture scientifique, technique, sur l'ensemble de la population. Bien évidemment, certains, par leur formation, par leurs activités professionnelles, sont informés, éclairés, mais l'ensemble de la population insuffisamment.
Et donc, si on veut que ces débats puissent se passer sereinement, je pense que c'est aussi parce qu'on en parlera tranquillement, au fil de l'eau, et pas seulement à des rendez-vous, effectivement, aujourd'hui bien trop longs, tous les 7 ans, 7-8 ans, qu'on pourra créer les conditions d'un débat apaisé. Cette éducation citoyenne, populaire, me semble absolument essentielle. Puis si vous me permettez, monsieur le rapporteur, monsieur le président, même tous les 5 ans, compte tenu de l'accélération des techniques, il sera difficile aux législateurs de tout anticiper. Et donc je pense que là aussi, c'est sur des grands principes. Je pense que la loi sera fondamentale, essentielle, pour rassurer nos concitoyens, pour leur dire dans quel monde nous sommes, dans quel monde nous voulons être, comment notre société souhaite. Voilà. Est-ce que la santé est un commerce, accord général sur le commerce et les services, ou est-ce que la santé reste un droit et on crée les conditions de son accessibilité à tous? Voilà, ça, ce sont des questions éthiques fondamentales, de choix de société. Et je pense que c'est aussi ces éléments-là qu'il faut qu'on ramène dans le débat public. La Mutualité française, à l'occasion des dernières élections présidentielles et législatives, a initié, dans Place de la Santé, un grand débat qui a permis à bon nombre de nos concitoyens de se réemparer des questions de santé. Parce que notre volonté, c'est de leur montrer que ce ne sont pas des questions de spécialistes, ce ne sont pas des questions qui n'appartiennent qu'aux médecins, qu'aux soignants, qu'à des acteurs comme les mutuelles, etc. Mais ça leur appartient. C'est de faire en sorte de les éclairer le mieux possible pour qu'ils aient des choses à dire. Et ils ont des choses à dire. Et ils nous ont amené des propositions, ils nous ont amené énormément d'apports. Et c'est ce que l'on souhaite faire avec le président Baudet, c'est de poursuivre, c'est l'engagement qu'on a pris auprès du professeur Delfraissy, c'est de poursuivre cette réflexion sur l'éthique, d'interroger déjà nos propres pratiques en tant qu'offreurs de soins, en tant qu'acteurs de prévention, en tant qu'assureurs aussi complémentaires de la prévoyance, de la perte d'autonomie. C'est de voir comment tout ça s'inscrit dans quelque chose de le plus partagé possible. D'éclairer aussi un certain nombre de débats de société auprès de nos concitoyens pour leur permettre d'y prendre place, de s'exprimer en toute connaissance de cause et, si possible, en tout cas c'est notre vœu, de la façon la plus sereine possible pour éviter les crispations que l'on a pu connaître sur les grandes questions éthiques ces dernières années, que ce soit sur le mariage pour tous, sur l'IVG, sur la fin de vie ou sur la PMA en ce moment. Ça nous semble essentiel de créer les conditions de ce débat le plus serein possible. Merci. Dernière question. Justement, vous avez abordé certains des thèmes importants qui, parfois, peuvent prêter à polémique, plus dans notre pays qu'ailleurs. Et donc, comme vous, nous recherchons une voie apaisée, rationnelle et impliquant une réflexion très, très générale. Vous avez cité la fin de vie. On aura l'occasion de vous entendre dans d'autres circonstances ultérieurement, puisque ça n'appartient pas à la loi de bioéthique immédiate. Mais la PMA que vous avez également citée, elle, y appartient, et c'est même souvent celle qui est la plus médiatisée des questions de cette prochaine révision. Quel est le point de vue de la mutualité sur l'extension de la PMA aux femmes seules et aux femmes en couple homosexuel? Alors, si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, je ne m'exprimerai pas au nom de la Mutualité française, parce que la Mutualité française n'a pas pris position sur ce débat pour le moment. On est en train de lancer les réflexions dans les unions régionales notamment, et puis au plan national, on va le faire également. Donc je m'exprimerai avec une autre casquette de vice-président délégué de la MGN, puisque la MGN a pris position, la FMF également, sur ces questions-là, et de façon très claire. Nous estimons que la PMA à toutes les femmes
est une nécessité d'égalité. Pour nous, c'est plus une question d'éthique médicale, puisque la question de la PMA a été tranchée il y a déjà une vingtaine d'années. C'est une question d'éthique sociale et d'éthique politique, d'égalité républicaine. Et donc, ça nous semble aujourd'hui absolument nécessaire de valider cette évolution pour faire en sorte que toutes les femmes qui le souhaitent puissent y avoir accès. Accès dans les mêmes conditions, c'est-à-dire y compris avec les prises en charge du financement de cet accès à ces techniques de procréation. Nous, la MJN a pris position sur une contribution au débat du Comité consultatif national d'éthique, à la fois sur la question de la PMA, mais pas seulement, y compris sur la question faite de la procréation, de l'accès à la paternité, aux origines, et également aux dons de gamètes. Ça nous semble là aussi devoir engendrer quelques évolutions, notamment la conservation des ovocytes et la nécessité de réengager des campagnes extrêmement importantes, volontaristes, sur l'utilité sociale du don, et peut-être de faire évoluer certaines règles, notamment règles d'âge, règles de conditions d'accès pour les donneurs de gamètes, quels qu'ils soient. Merci. Je vais laisser la parole à notre collègue Patrick Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur l'un des points, puisque évidemment le rapport, en l'occurrence la position de la Fédération nationale de la mutualité française concernant la bioéthique portait sur plusieurs aspects. Je voudrais revenir sur la question de la fin de vie. Puisque là-dessus, le rapport, ou en tout cas votre préconisation, est de dire qu'il faut aller plus loin que ce qui est aujourd'hui indiqué dans la loi Claes-Leonetti, et vous indiquez qu'il conviendrait de légaliser une aide active à mourir. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si cette position aujourd'hui est une position consensuelle au sein de la mutualité ou s'il s'agit simplement d'une position majoritaire. Monsieur Chenu. Merci, Monsieur le Président. C'est une position majoritaire, ce n'est pas une position unanime, mais c'est une position qui a été présentée, affirmée devant les instances de la Fédération de la mutualité française et qui ont été acceptées au regard des conditions d'organisation du débat, du partage. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions pour faire en sorte que celles et ceux qui ne sont peut-être pas favorables à une telle évolution acceptent qu'au nom de la fédération, nous puissions l'apporter, parce que toutes les positions ont été entendues, écoutées, prises en compte. Et c'est aussi ça qui nous semble intéressant dans la démarche que nous avons entreprise, et surtout celle que l'on veut prolonger, y compris sur les thématiques sur lesquelles jusqu'à maintenant nous n'avons encore pas travaillé ou pas suffisamment travaillé, donc sur lesquelles nous ne nous sommes pas prononcés au nom de la fédération, parce que les conditions de ce consensus, de cette acceptation que des positions majoritaires puissent entraîner une prise de position de l'ensemble du mouvement, puissent être acceptées. Donc c'est ce que nous allons prolonger de façon permanente désormais, et pas seulement à l'occasion de la révision ou de questions d'actualité, mais engager une réflexion vraiment permanente au plan national et dans les territoires, parce que ça nous semble fondamental. Oui, Patrick Hetzel. Oui, très vite, juste merci beaucoup pour votre réponse. Simplement en prolongement, est-ce que du coup le débat a aussi porté sur l'impact potentiel de cette évolution juridique ? Alors, on appréhende, quand on pose ces enjeux, on appréhende effectivement tous les impacts, y compris d'acceptation sociale, d'évolution
de comment il va falloir accompagner le consentement, y compris sur ces questions-là. Mais aussi, on s'est entouré d'un certain nombre d'autres études sur l'application de la loi actuelle ou de la loi précédente, de la première loi Leonetti. Là, je vais reprendre ma casquette MGN quelques instants. On a financé une étude avec le Centre d'études cliniques de Cochin sur la manière dont était appliquée la loi Leonetti. Je parle dans des établissements où elle était bien appliquée, où elle était bien connue. Et on a regardé et analysé, si vous voulez, je pourrais vous faire passer une synthèse de cette étude, cet impact sur les soignants, cet impact sur les familles. Et on a d'ailleurs organisé une journée de restitution à laquelle M. Leonetti était venu et a participé à nos travaux. Et on a été convaincus, à l'aune de ces résultats, de la nécessité absolue de faire évoluer la réglementation, la législation. Parce que les dispositifs tels qu'ils étaient nous semblaient faire reposer beaucoup trop de choses sur les équipes médicales, soignantes, et qu'à un moment donné, le respect de la position, parce que c'est nous tout ce que nous demandons, c'est que quand un consentement clair, affirmé, réitéré est posé, on doive respecter la vie, le consentement d'une personne jusqu'à sa fin de vie, et qu'y compris si c'est une demande active de l'accompagner à mourir, celle-ci est légitime, et ça nous semble être absolument essentiel dans l'idée même que l'on se fait de la liberté individuelle, que de respecter cette liberté jusqu'au bout. Voilà, mais écoutez, il me reste à vous remercier pour cet échange et nous faisons une première suspension de séance.